On va se dire, des étudiants qui aujourd'hui postulent dans des cabinets d'avocats ou des directions juridiques et qui ont eu des bonnes notes, des mentions tous les ans, des bons masters, des bons stages et qui parlent anglais, il y en a plein. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors les amis, il y a 2 semaines, j'ai posté un appel à questions sur Insta pour vous demander finalement à vous, les étudiants, quels étaient les sujets qui pouvaient vous intéresser dans le cadre d'une vidéo. Et j'ai eu pas mal de questions en fait sur l'opportunité de faire une école de commerce après le droit. Parce que c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, vous savez que j'ai fait une école de co, j'ai fait l'EM Lyon. Je laisse Bernard Belletan de vous remettre le prix EM Lyon. Et Baume et Mercier vous remettre la montre. Et donc les amis, j'ai décidé de vous faire un petit retour d'expérience sur mon aventure, sur mes quelques mois en école de commerce. Que ce soit les points positifs, donc ce que j'en ai ressorti, ce que ça m'a appris, les cours, les rencontres que j'ai faites, mais aussi des points qui sont un peu plus négatifs, parce qu'on sait très bien que voilà, les écoles de commerce sont assez bonnes pour investir en marketing, pour se vendre, mais il y a aussi un envers du décor qui, pour moi, à mon sens, est perfectible. Mais pour resituer globalement le sujet sur mon parcours, donc moi j'ai fait à la base un parcours de droit qui était très classique, donc licence droit-histoire, ensuite master 1, master 2 en droit social. C'est après le master 2 que j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai fait mon école d'avocat. Et en fait j'ai fait passer mon école de commerce en PPI, c'est-à-dire que cette expérience s'intégrait dans mon parcours à l'école d'avocat. Mais en fait pour commencer, je ne peux pas vous parler vraiment de l'école de commerce si je ne vous parle pas du marché du droit. Parce qu'en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes étudiant en droit, en master peut-être, ou à l'école d'avocat, mais votre objectif, qu'est-ce que c'est? C'est intégrer le marché du droit, c'est-à-dire un cabinet d'avocat ou éventuellement une direction juridique. Et ce que vous savez sûrement, c'est qu'il y a plusieurs types de cabinets d'avocats. Ça peut être les cabinets d'avocats qui sont individuels, des cabinets d'avocats qui sont un peu plus structurés, de 2 à 10 personnes, des cabinets d'avocats français qui sont beaucoup plus importants, les cabinets d'avocats anglais, les cabinets d'avocats anglais du Magic Circle, donc les 5 plus gros cabinets d'avocats anglais, et les cabinets américains. Et donc concrètement, plus le cabinet va être international, c'est-à-dire américain, anglais du Magic Circle, plus les critères de sélection vont être importants. Donc on va se dire, des étudiants qui aujourd'hui postulent dans des cabinets d'avocats ou des directions juridiques et qui ont eu des bonnes notes, des mentions tous les ans, des bons masters, des bons stages et qui parlent anglais, il y en a plein. C'est-à-dire que les cabinets d'avocats sont en position de force, ils ont le choix. Parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants en droit et de très bons étudiants en droit. Et concrètement, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va pousser un cabinet à recruter tel ou tel candidat? C'est ce qui va le différencier. C'est-à-dire qu'il va regarder qu'est-ce que toi tu as en plus sur ton CV. Quelle est ton expérience différenciante, différente par rapport aux autres. Mais ce qui est très important aujourd'hui, lorsque vous allez postuler à un stage, lorsque vous allez construire votre parcours, c'est de se mettre à la place des recruteurs et surtout de s'intéresser à leurs attentes. Et donc je vous invite tous à lire le rapport qui a été établi par l'EDEC, l'école de commerce, sur les compétences attendues pour les jeunes juristes et les jeunes avocats. Je mettrai le lien du rapport dans la description de la vidéo. Et concrètement, s'il y a 2-3 choses à retenir, c'est qu'en fait, pour un débutant, pour un junior, notamment en cabinet d'avocat, on attend globalement 2 types de compétences particulières, qui sont des soft skills et des business skills. Des juristes qui soient bons en droit, certes, mais surtout autonomes, qui savent gérer les urgences, les priorités, qui savent bien s'exprimer et surtout qui soient capables de comprendre les enjeux business des clients. Donc ton travail, c'est pas juste lui expliquer le droit, lui faire une leçon, mais véritablement se mettre à sa place, se dire tiens voilà ton projet, voilà ce que tu veux faire, et je vais te donner les clés, les techniques pour réussir. Et il y a aussi une compétence qui est extrêmement attendue, c'est être capable d'avoir une vision stratégique de son activité. Concrètement, si tu es avocat solo ou même si tu es avocat dans une structure, et derrière, si tu veux progresser, il faut être capable de ramener du lead, de ramener des clients, de dénicher telle ou telle opportunité chez un client pour vendre une prestation, d'avoir une stratégie marketing, d'acquisition. Et donc concrètement, une des premières clés pour augmenter sa valeur sur le marché, c'est de compléter sa formation en droit par une formation complémentaire. Ça peut être une école de commerce, mais ça peut être aussi un LLM, c'est-à-dire un master à l'étranger. Ça peut être Sciences Po, ça peut être une école aussi d'informatique, c'est-à-dire il y a beaucoup de juristes qui ont fait le wagon, qui ont fait l'école 42. Mais bon, dans cette vidéo, je vais me focus sur la question de l'école de commerce. Et donc, si vous voulez faire une école de commerce, aujourd'hui, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous faites un master spécialisé, c'est-à-dire que c'est une formation en 1 an qui réunit généralement que des juristes. Soit vous faites le programme grande école, c'est-à-dire que vous passez des concours qui sont généralement des concours passerelles
et vous avez une formation de 2 ans en école de commerce avec des personnes qui viennent de tous les horizons. Aujourd'hui, le choix du master spécialisé, c'est le choix le plus courant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit qui font des masters spécialisés en école de commerce. Mais je connais aussi beaucoup de juristes et d'avocats qui ont fait le parcours grande école. Donc ce choix-là, c'est vraiment une question de timing ou de projet professionnel. Aujourd'hui, il y a 5 écoles de commerce qui proposent des formations pour les juristes. Concrètement, c'est les classiques, c'est HEC, l'ESSEC, le SCP Europe, le M Lyon et l'EDEC. Bon, concrètement, HEC, c'est HEC, c'est-à-dire que rien que le nom HEC est extrêmement bon pour l'insertion, vous intégrez un réseau alumni qui est extrêmement qualifié, et derrière, les intervenants sont très réputés. L'ESSEC, l'avantage principal de l'ESSEC, c'est que vous pouvez faire cette formation en alternance, c'est-à-dire en apprentissage dans un cabinet d'avocat ou une direction juridique, ce qui peut être une vraie plus-value. Le SCP Europe, c'est une école qui est très câblée finance. Concrètement, vous avez des intervenants qui sont des experts de la finance, et notamment si vous faites du corporate ou du tax, ça peut être extrêmement intéressant. Le Lyon, c'est une école qui est très management. Je crois que 80% de la formation est Axe Management, donc ça peut être un bon choix si vous voulez voir autre chose. Et ensuite, il y a l'EDEC, qui pour moi aujourd'hui est peut-être une des meilleures écoles de commerce pour les juristes, parce que d'une part, il y a le côté business qui est envisagé, mais aussi le côté taxe. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'il y a vraiment une augmentation, une croissance de l'EDEC sur le marché du droit, et je pense notamment au doyen de l'EDEC, Christophe Rouquy, qui devient vraiment une figure de référence sur le marché du droit, sur notamment la question des mutations du marché, des nouvelles compétences qui vont être attendues par le recruteur. En premier choix, j'avoue, je voulais HEC parce que juste HEC, quoi, le nom sur le CV. Et donc j'envoie mon dossier, etc. Voilà, tout se passe plutôt bien, et là j'arrive à l'oral. Et donc je me suis fait globalement ce qu'on pourrait dire démonter la tête, c'est-à-dire que là je suis sorti de l'entretien, je suis rentré dans la voiture, j'ai pleuré, je me suis fait vraiment exploser du début à la fin. Ils se sont dit, ce mec là c'est un stalinien, il va foutre le bordel à HEC, on évite. Donc je me suis fait recal de manière assez violente à l'oral. Mais à l'inverse, j'ai très bien vécu en fait le processus de recrutement à l'EM Lyon, et j'étais pris à l'EM. Donc finalement, comme quoi le choix de l'école dépend notamment du fit que tu peux avoir avec celle-ci. C'est-à-dire que chacune a des attentes qui sont différentes, a des profils de candidats qui sont différents, et je pense que celle qui me correspondait le plus à l'instant T, c'était l'EM Lyon et pas forcément HEC. Et ensuite, une fois que tu étais pris à l'école, il faut que tu fasses le fameux chèque de bienvenue. Alors oui, j'entends souvent un discours anti-école de commerce qui tient à dire oui, les écoles de commerce c'est pas terrible parce que c'est cher, parce que c'est la reproduction des élites, c'est une uniformité sociale. Alors oui, une école de commerce, effectivement, c'est cher. Un an en Master Spé, c'est à peu près 18 000 €, ce qui est en soi pas anodin quand on est étudiant. Mais si je peux me permettre, je pense que ce discours anti-école de commerce, mais c'est pareil finalement pour les prépas privés, pour préparer au CRFPA, c'est un discours qui en fait n'a pas réellement de sens. Parce que finalement, pour moi, la notion de coût doit toujours être mise en perspective, in fine, avec la valeur finale. Et un produit peut être plus cher qu'un autre si derrière il t'offre des choses qui sont supérieures pour toi. Et concrètement, aujourd'hui, la valeur d'une école de commerce dans un CV, c'est l'insertion. Et qu'on se le dise, c'est objectif, c'est vrai, c'est prouvé. C'est-à-dire que des étudiants en droit qui ont fait une école de commerce auront beaucoup plus de chances de tabler des cabinets d'avocats qui sont beaucoup plus rémunérateurs, ou des directions juridiques qui sont peut-être plus internationales. Donc en soi, payer un prix pour, in fine, avoir une situation qui est peut-être plus confortable ou réaliser ton rêve, à un moment, je pense que tu peux être prêt à le faire. C'est quelque chose qui peut paraître, pour moi, légitime. Et globalement, je le vois dans ma promo. Tous ceux qui sont sortis de ma promo ont eu des super cabinets, des super directions juridiques, et ont pu globalement rembourser le prêt extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Après, moi, ma situation, c'est un peu différent, parce que je suis indépendant, je suis à mon compte, donc voilà, moi, j'ai eu la chance, je reconnais, ces derniers mois, de gagner beaucoup d'argent, qui fait que je rembourse le prêt en une fois. Et ça, c'est une situation qui est très personnelle, mais la plupart le remboursent très facilement en 2, 3, 4 ans. Mais le prix ne doit pas être un sujet si, d'une part, ça te permet de réaliser tes rêves, d'aller dans la direction juridique de tes rêves, dans le cabinet de tes rêves, et derrière d'avoir une situation économique qui est peut-être plus confortable que si tu n'avais pas fait l'école. Maintenant, de manière un peu plus concrète, sur la vie de l'école de commerce, on va parler des cours. Alors pour les cours, pour le coup, j'ai un avis qui est peut-être un peu plus mitigé. Parce que d'un côté, c'est intéressant, tu es initié à plein de matières que tu ne maîtrisais pas avant, les intervenants sont extrêmement intéressants, souvent c'est des gens qui sont passionnés, et tu vas avoir des cours de marketing, de négociation, mais ça reste un petit peu, je dirais, la base de la base. C'est-à-dire que tu vas effleurer le sujet, mais derrière, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui peut être vraiment utile demain, toi, en cabinet d'avocat ou en direction juridique? À titre personnel, pas grand-chose. En vrai, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes cours, il n'y a rien qui m'a marqué. Après, c'est peut-être aussi parce que tu te mettais des caisses tous les soirs et que t'arrivais en cours, t'étais pas hyper frais.
c'est possible, mais je pense que c'est pas que ça en réalité. C'est qu'il y a une partie peut-être des cours qui est, je pense, un peu bullshit, c'est très général, et est-ce que tu vas te servir de ce que tu as appris dans tes cours demain dans ton métier? Je pense pas nécessairement. En fait, je pense que ce qu'on retient, c'est pas forcément les cours, mais c'est tout ce qu'il y a autour des cours, c'est le format dont les cours sont organisés. Déjà, c'est vrai que les cours sont essentiellement en anglais. Et moi, qui avais un niveau qui était, je pense, moyen en anglais, eh ben, j'ai pu vraiment constater une progression parce que les profs te parlent anglais, parce que tes examens sont en anglais, parce que tes oraux sont en anglais. Et c'est vrai que petit à petit, peut-être que tu vas galérer au début, et j'avoue, j'ai galéré, mais tu progresses. Ensuite, il y a beaucoup de travaux de groupe. Concrètement, les examens, t'es pas juste derrière ta copie pendant 2 heures, 3 heures à faire un commentaire d'arrêt, à faire un cas pratique, mais c'est vraiment des travaux qui sont très pratiques, très concrets, avec des personnalités qui viennent de différentes spécialités. Et en réalité, dans la pratique professionnelle, quand on est en cabinet, quand on est en direction juridique, on travaille avec des personnes qui viennent d'horizons différents. On travaille avec des opérationnels, on travaille avec des juristes qui ont d'autres spécialités que la tienne. Et ensuite, comme j'ai dit, ce sont des écoles qui sont extrêmement internationales. Et c'est vrai qu'à l'EM Lyon, par exemple, il y avait quelques semaines à Shanghai ou à Tokyo. Et donc en fait, ça, mine de rien, c'est une vraie valeur ajoutée, c'est une vraie force que tu peux mettre sur ton CV pour dire voilà, j'ai une expérience à l'étranger. Mais concrètement, tu vas pas en école de commerce pour les cours. Je pense, et si je peux me permettre, c'est un avis qui est très personnel, c'est que la plus grosse connerie serait de dire je vais en école de commerce pour travailler mes cours à fond, apprendre plein de choses. En fait, c'est bien, mais tu passes complètement à côté de ce qui fait, je pense, la valeur de l'école de commerce. C'est-à-dire que l'école de commerce, tu y vas avant tout pour les rencontres, tu y vas pour le réseau, tu y vas pour les soirées, pour l'ambiance, pour cet univers en fait qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est pas juste une école où tu vas apprendre quelque chose. Franchement, au pire, si tu veux apprendre des trucs en marketing, bah là, tu as plein de bouquins. Marketing digital, gros hacking, entrepreneuriat, publicité. Là, tu apprends du contenu. Et en réalité, tout ce que tu apprends en école de commerce, tu peux le trouver dans des bouquins à 15 balles à la Fnac. Mais tu y vas en fait avant tout pour vivre une expérience avec d'autres personnes qui sont passionnantes. Parce que déjà, voilà, en école de co, tu as plein d'assauts dans plein de domaines, que ce soit dans le ski, dans le vin, dans la course automobile, dans l'international, dans la cuisine. Enfin, je veux dire, je crois que moi, à l'EM Lyon, il y avait, je sais pas si c'était une cinquantaine, voire une centaine d'assauts. Donc forcément, tu auras une asso qui correspondra à tes centres d'intérêt, à ce qui te plaît. Et pour le coup, c'est vraiment les assos qui font le cœur de l'école. Quand tu demandes souvent à des gens qui ont fait des écoles de co, même des très grosses, qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'école? Ils ont retenu l'asso. Parce que c'est dans les assos que tu te fais tes potes, que tu te fais ton réseau. C'est aussi là que tu apprends à travailler sur des projets qui peut-être parfois un peu fous, un peu loufoques, mais derrière, qui sont juste passionnants, et c'est ça qui te marque en fait. Pareil, en école de commerce, il y a des soirées juste tout le temps. C'est-à-dire que je me rappelle, quand j'étais à la fac, la question qu'on posait, c'est est-ce qu'il y a une soirée ce soir? Quand j'étais en école de commerce, la question qu'on posait le plus, c'était quelle soirée choisir ce soir? Parce que tous les soirs, tu as des soirées, mais du lundi au vendredi, des soirées organisées par tel asso, par l'école. Je veux dire, tu as l'embarras du choix. Et donc, tu peux, si tu veux, tout le temps sortir, tout le temps rencontrer du monde. Je voyais tous les lundis soirs dans l'école, tu avais ce qu'on appelle les HH, les Happy Hour, où à partir de 17h, tu avais DJ qui arrivait dans la cafette, la pinte à 1 €, tout le monde dansait. T'es au quotidien au contact d'entrepreneurs, plein de projets qui vont t'ouvrir l'esprit, t'es avec des marketeurs, t'es avec des financiers, t'es avec des personnes qui viennent de tous les milieux. Ces événements, toute cette vie de campus est faite pour que tu rencontres ces personnes-là, que tu tisses des relations. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste la base de ton futur réseau professionnel. Bon, après, concrètement, il faut le dire, si tu viens en école de commerce alors que tu es déjà en couple, c'est un peu tendu, quand même. Ouais, faut se l'avouer. C'est-à-dire que, sauf à ce que ton conjoint soit extrêmement ouvert et très sympathique, ou que ta relation est extrêmement solide, mais genre très très solide, c'est compliqué quand même. Voilà, on va dire que tu es extrêmement soumis très régulièrement à de nombreuses tentations. Non mais en fait je pense que c'est pas ça qu'il faut retenir de la vidéo, je pense que je vais couper au montage. Donc je pense que vous l'avez compris, moi j'ai aimé cette expérience en école de commerce et je sais que ma vidéo n'est pas objective là-dessus parce que j'ai une expérience qui est très positive. Après, voilà, je pense que ça ne correspond pas à tous les profils. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de curieux, d'ouvert sur le monde, quelqu'un qui aime se remettre en question, qui a une vision peut-être à plus long terme
de son parcours, ça peut être extrêmement intéressant. Si toi tu sais déjà précisément ce que tu veux faire, que t'es pas le profil à sortir énormément, que tu aimes rester chez toi, lire des bouquins, travailler, je pense que c'est peut-être pas le meilleur endroit. Parce que finalement tu passerais à côté de ce qui fait l'essence, la saveur même de l'école de co. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur l'école de commerce, sur mon expérience, sur d'autres détails, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, je serai heureux de vous répondre. Allez, à bientôt.